Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien, salut tout le monde. On est mercredi, on est le 21 février 2018, il est 14h46 et dans un quart d'heure c'est la séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale qu'on va s'efforcer de commenter ensemble pour la rendre accessible et pour permettre à chacun de se faire son opinion. Je suis aujourd'hui avec Benjamin en régie, salut Benjamin. Salut à tous. Rapproche le micro de ta bouche. C'est mieux là? Ils veulent entendre ta belle voix et je les comprends. Bonjour à tous. Benjamin qui remplace au pied levé, et je le remercie, le bon Sylvain qui profite de ses vacances bien méritées. Et Benjamin qui n'est pas un inconnu puisque, rappelez-vous, je l'avais déjà dit hier, mais Benjamin c'est lui qui avait fait la réalisation des très belles émissions qu'on avait faites au Salon de l'Éducation. Vous vous en souvenez en novembre dernier? Et bah c'était Benjamin qui était aux manettes et qui nous a permis d'avoir ces belles images. Donc voilà, on se connaît bien avec Benjamin et il a accepté de venir filer un coup de patte. Effectivement. Merci Jean, avec plaisir. Oh écoute, je t'en prie. À ceux à qui étaient là tout à l'heure, puisqu'on a commenté ensemble la conférence de presse du Conseil des ministres. Conseil des ministres qui aujourd'hui a été quasiment intégralement consacré à la question migratoire, à la question de l'immigration et de l'asile, puisque Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a présenté son projet de loi sur l'asile et l'immigration, projet de loi très attendu, projet de loi très décrié aussi, puisque c'est un sujet tendu, au sein même de la majorité En Marche, et ouais, donc voilà. Aujourd'hui, la séance de questions d'actualité au gouvernement, il n'est pas du tout impossible qu'elle soit en grande partie consacrée à ce sujet-là, au sujet de l'asile et de l'immigration. Hier, on a vu une séance de questions au gouvernement quasiment entièrement tournée autour de la question du rail et de la SNCF, suite à la remise du rapport Spinetta et au lancement, du chantier gouvernemental de réforme du rail, ouverture à la concurrence, tout ça. Bon, je rentre pas dans le détail, on a parlé de ça toute l'après-midi hier. Il y aura des annonces du gouvernement lundi prochain sur ce sujet-là, la SNCF, donc voilà, sujet en cours. Mais aujourd'hui, à mon avis, on va surtout parler asile et immigration. Asile et immigration. Est-ce qu'il y a un lien pour remater les réponses de ce matin? Alilo, si tu veux remater la séance de ce matin en attendant qu'elle soit sur Acropolis Replay, sur la chaîne YouTube, tu peux la voir dans les vidéos de notre chaîne Twitch normalement. Normalement sur Twitch, à chaque fois qu'on fait un live, il est archivé sur Twitch. Donc voilà, faut le savoir, hein, tu vas sur la chaîne Acropolis sur Twitch et tu cliques sur vidéo et normalement tu as accès à nos anciens lives. Voilà, n'hésite pas. Après la QAG Rail, la QAG Charter. C'est cynique, Fanny, c'est très cynique de ta part, mais c'est pas complètement faux. Voilà un peu le sujet. Bon, je vais pas vous la refaire, mais ce matin, Gérard Collomb a longuement devant les journalistes présenté son projet de loi asile et immigration. Il a longtemps expliqué, il a longtemps répondu de manière préventive aux arguments qu'il sait déjà qui vont lui être opposés. En gros, Gérard Collomb défend un projet de loi qu'il estime être équilibré entre l'humanité de l'asile d'un côté avec l'efficacité de la réponse apportée des demandeurs d'asile, en gros leur prise en charge, leur bonne prise en charge et tout, et de l'autre côté la fermeté vis-à-vis de ceux qui sont déboutés du droit d'asile et qui doivent quitter le territoire. Voilà, on est carrément sur du en même temps à la En Marche, en tout cas dans l'argumentation, mais Gérard Collomb sait très bien qu'il va avoir face à lui un certain nombre de députés, notamment de la gauche, mais aussi une partie des députés En Marche que l'on sait sensibles sur ces questions-là. Il a aussi contre lui le barreau de Paris qui a fait savoir que en termes de droit c'était pas top, le Conseil d'État qui a dit qu'en termes d'efficacité c'était moyen. Voilà, c'est un sujet, on marche sur des œufs, on marche clairement sur des œufs, c'est un sujet qui est miné politiquement, vous le savez, l'immigration c'est un sujet très tendu, et pourtant c'est un sujet hautement important, hautement symbolique, parce que derrière les chiffres et les lois et les termes très empoulés qu'on utilise en politique, il y a des situations humaines qui pour certaines d'entre elles sont absolument dramatiques. On parle de torture, on parle d'excision, on parle de gens qui sont opprimés dans leur pays, on parle de gens qui sur le territoire français vivent dans des conditions absolument désastreuses parfois, y compris à la rue et tout, donc voilà. Puis tu le précisais aussi tout à l'heure, la situation a changé hein, avec la Syrie, avec tous ces nouveaux canaux d'immigration qui n'existaient pas avant. On est dans une dynamique nouvelle. Gérard Collomb d'ailleurs l'a rappelé au début de sa conférence de presse, il a dit on a 600 000 demandes d'asile en Europe par an. Ok, il y en a 100 000 qui sont déposées en France.
Et donc 100 000 demandes à l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, au FPRA, qu'on appelle l'OFPRA, qui s'occupe de la gestion de ces dossiers-là. Et ensuite, il y a une cour d'appel pour les décisions de l'OFPRA, notamment si l'OFPRA déboute un demandeur d'asile. Il y a une cour d'appel qui s'appelle la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, qui, elle, prend 48 000 décisions par an. Donc, vous voyez, ça c'est des chiffres, typiquement là on est dans du chiffre, mais derrière il y a des vraies réalités humaines, et il y a deux choses que le gouvernement, enfin que tout pays qui gère un système d'asile veut éviter. La première, c'est d'éviter de ne pas donner asile à une personne qui a vraiment besoin du droit d'asile, qui est vraiment opprimée dans son pays. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est expulsé vers son pays et qui se fait assassiner là-bas ou torturer ou pire encore, quoi. Donc voilà, l'asile doit fonctionner dans le bon sens. Et en même temps, il ne faut pas que l'asile serve de filière d'immigration pour des gens qui sont pas vraiment en danger dans leur pays et qui viennent pour une immigration de travail. L'immigration de travail, c'est un autre sujet. Ça se régule différemment, il y a d'autres critères, ça marche différemment. Donc voilà, c'est ça la question du droit d'asile, et c'est tout cet équilibre extrêmement difficile qui est au cœur de ce sujet-là. Donc voilà. Un député FN va poser une question. Pourrait-on avoir la liste des députés qui vont poser une question? Le gros gag, oui, tu peux avoir la liste des députés qui vont poser une question. Cette liste porte un nom, elle s'appelle la feuille jaune. La feuille jaune, c'est du jargon parlementaire. Mais la feuille jaune, c'est la liste des orateurs inscrits. Voilà, c'est ça. C'est une feuille de couleur jaune qui avant était punaisée à l'entrée. Je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs, elle est punaisée à l'entrée de l'hémicycle. Comme ça, tout le monde sait qui va prendre la parole cet après-midi. La feuille jaune, tu peux la trouver sur le site de l'Assemblée nationale, comme la chère Fanny vient de te mettre un lien ici dans le chat, incroyable. Ou alors tu vas sur le Twitter de l'Assemblée nationale, voilà. J'en profite avant même que l'émission commence pour remercier du fond du cœur Amy et Benoît qui ont préparé cette émission. Merci à vous deux et merci pour le taf que vous faites. Voilà. Un autre truc que j'ai oublié de vous dire ce matin, donc Gérard Collomb, clairement, on devrait l'entendre cet après-midi, j'en suis à peu près persuadé. Il va vous expliquer que son projet de loi est équilibré. En tout cas, c'est son argumentaire. Évidemment, il va y avoir des contre-arguments qui vont lui être apportés, mais lui, il va essayer de vous dire qu'il est équilibré. Un autre argument qu'a beaucoup utilisé Gérard Collomb ce matin, c'est que la France, avec son projet de loi, va rentrer dans la moyenne des pays européens, notamment sur les questions de délai de demande d'asile, de rétention, etc. Un gros argument de Gérard Collomb, c'est quand on lui dit vous allez augmenter le délai de rétention, par exemple, des demandeurs d'asile en passant de 45 jours à 90, c'est intolérable, etc. La réponse de Gérard Collomb, c'est mais attendez, on ne fait rien d'autre qu'appliquer en France les mêmes délais que ceux qui sont appliqués en Allemagne, en Suède, en Italie, qui ne sont pas des pays fascistes. En fait, c'est ça qu'il veut dire. Donc ne traitez pas de fachos quand on fait la même chose que les Suédois. Il n'a pas complètement tort. Et en même temps, c'est difficile de ne pas lui répondre qu'il y a quand même un durcissement des conditions, que sa loi comprend un durcissement des conditions. Il y a aussi des pays fachos comme la Hongrie, enfin en tout cas pas des pays, pardon, mais des gouvernements comme en Hongrie qui mettent en place des régimes extrêmement stricts. Voilà, c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est un argument qui va beaucoup être utilisé par Gérard Collomb. Donc gardez-le en tête. Pour l'anecdote, finalement Gérard Collomb est interrogé seulement sur une seule question des 15 tout à l'heure. Ouais, mais alors ça c'est normal parce que les députés d'opposition généralement ils inscrivent à l'ordre du jour, ils inscrivent que leur question va s'adresser au Premier ministre volontairement, mais c'est pas forcément le Premier ministre qui répond aux questions. Ah ok, ouais. C'est eux qui décident après. Ouais, le gouvernement est libre d'envoyer n'importe qui répondre à la question. Les députés sont libres de poser la question à qui ils veulent et généralement symboliquement on demande au Premier ministre parce que c'est lui qui symbolise la ligne du gouvernement. Y a une donc le principe c'est que le gouvernement envoie répondre qui ils veulent. Donc la question est posée à Édouard Philippe, mais si c'est une question sur l'immigration, et la parole est donnée au ministre de l'immigration, de l'Intérieur qui va répondre. Il y a une exception à cette règle, c'est quand la question est posée par un député qui est président de son groupe et qu'elle est posée au Premier ministre. La tradition républicaine veut que le Premier ministre lui réponde en personne. C'est tradition, c'est pas écrit. Ouais, c'est une pratique, c'est écrit nulle part, c'est une pratique. À une seule reprise, cette pratique n'a pas été respectée par un Premier ministre. C'était Dominique de Villepin, c'était en 2005. Et on s'en souvient encore aujourd'hui. Ça avait hurlé dans l'hémicycle, mais comme jamais. Les députés n'ont pas du tout apprécié. À l'époque, le président du groupe PS s'appelait François Hollande, je te jure que c'est vrai. François Hollande pose une question au Premier ministre Dominique de Villepin. Et Dominique de Villepin ne répond pas au président du groupe, il envoie un secrétaire d'État répondre. Et alors là, laisse tomber, tous les députés socialistes se sont levés, ont commencé à hurler en disant c'est intolérable, une question posée par un président doit obtenir une réponse du Premier ministre et tout. Et ça avait été physiquement, ils étaient à deux doigts de s'en prendre en main. Faut connaître l'étiquette. Hein. Ah, faut connaître l'étiquette. Et en plus, on était dans un moment où Dominique de Villepin méprisait les députés à mort, et c'était beaucoup de mépris de la part de Dominique de Villepin, et c'était pas du tout passé. Donc voilà, c'est de la pratique, mais pourquoi de Villepin a fait ça? À l'époque,
On était en plein pendant le CPE qui était donc le contrat première embauche, qui était un projet de réforme du droit du travail par Dominique de Villepin. Et Dominique de Villepin avait annoncé le recours au 49.3, qui était une manière de fermer le clapet aux députés en disant me faites pas chier. Enfin voilà, vous savez ce que c'est qu'un 49.3, on l'a déjà expliqué 1000 fois sur Acropolis grâce à Manuel Valls. Voilà, et donc le CPE, 49.3, les députés socialistes, les députés d'opposition vent debout contre le CPE, vent debout contre le 49.3, arrêtez pas de faire chier le gouvernement sur son projet de loi, etc. Et Dominique de Villepin, c'était du mépris de sa part, mais c'était un mépris politique. C'était vous m'emmerdez, allez, j'envoie un secrétaire d'État vous répondre, vous me gonflez. Ouais, sauf que le problème c'est que la question avait été posée par un président de groupe. Donc voilà. Bon, moi j'ai un souvenir, j'étais jeune à l'époque, j'étais au lycée, et je me souviens que ce jour-là j'étais devant la télé, j'étais devant France 3, je regardais les QAG, et j'avais vu cette bronca incroyable avec les députés qui étaient à deux doigts d'en venir aux mains. Il y avait un autre moment où ils étaient à deux doigts d'en venir aux mains, François Hollande et Dominique de Villepin. François Hollande était, je rappelle, président du groupe PS, c'était un moment où Dominique de Villepin l'avait limite insulté en disant « Je dénonce Monsieur Hollande en vous regardant dans les yeux la lâcheté de vos propos ». C'était la phrase qu'il avait dit. Et au moment où il a dit la lâcheté, oui, tous les députés socialistes sont levés. On fait hop 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 hop, ligne rouge, ligne rouge. Là on est dans l'insulte. Et je me souviens que Hollande était descendu dans les marches, avait commencé à s'expliquer avec De Villepin, mais genre à 5 cm du visage, et qu'il y avait j'allais dire les vigiles, pas du tout, les fonctionnaires de la séance qui avaient dû s'interposer physiquement pour pas qu'ils commencent à se battre. Enfin, c'était hyper impressionnant. Il y avait un niveau de tension dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pendant le CPE, je m'en souviens avec De Villepin, c'était incroyable. C'était ouf. Bref. Bref. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas Jean pour commenter. Mais non, je commentais tout seul devant ma télé. Bon, à l'époque, je vous rassure, j'y comprenais rien. Tu veux qu'on se le remate, ça ou... Si t'as l'archive, ouais. C'est dispo. Hein. Vas-y, si t'as l'archive et que tu réussis à faire une capture d'écran. En même temps, dans 2 minutes seulement, on a l'Assemblée nationale. Hein. C'est un peu. C'est un peu short. Mais peut-être qu'un jour, on pourra se faire des diffusions comme ça, des moments les plus emblématiques de l'Assemblée, parce qu'il y en a eu pas mal. Hein. Ah ouais, un petit zapping. Il y a des trucs célèbres, il y a les larmes de Boutin, ouais. Il y a les explications de Jospin sur son passé trotskiste, il y a Christiane Taubira, Christiane Taubira au moment du mariage pour tous. Il y avait des grands moments, soit très lyriques, soit très colériques. Moi je me souviens aussi de QAG qu'on avait commenté sur Acropolis avec des députés qui avaient avec des problèmes d'inondation dans le sud, où il y avait un député qui était les larmes aux yeux, où tu sentais que le mec il avait pas dormi de la nuit, il avait passé la nuit avec les pieds dans la boue à aider les secours, etc. Et le lendemain il est dans l'hémicycle, la gorge nouée, les yeux en larmes et les traits tirés, et il pose une question sur l'inondation. T'avais un niveau de tension dans l'hémicycle qui était... C'était horrible. Je me souviens des questions au gouvernement post-attentat de Charlie Hebdo et du mois de novembre aussi, et du Bataclan. C'était horrible. Enfin, la tension dans l'hémicycle était palpable, enfin c'était ignoble. C'était juste... tout le monde était sidéré. En même temps, la France était sidérée, donc les députés étaient sidérés. Enfin bref. Il y a Cahuzac aussi. Cahuzac, bien sûr. Je n'ai jamais et je n'aurai jamais de compte en Suisse. Et je vous le dis, les yeux dans les yeux. Je n'ai jamais eu et je n'aurai jamais de compte en Suisse. Ça c'était génial, ça. Tu te rends compte devant tout le monde comme ça. Mais c'est fou. C'est presque un parjure en fait. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Ouais, ça n'existe pas en France. Mais on est quasiment à ce niveau-là. Ah, en termes de symbolique de la République, du pouvoir législatif, etc., c'est d'une violence. Allez, je regarde si ça a démarré. Effectivement, il est 15h. Ah ouais, donc ils sont live sur Twitter. Hein. Qui ça? L'Assemblée nationale. Non, mais reste sur la fenêtre de l'Assemblée nationale. Fais refresh. Et vois si t'as une image. C'était vidéo, hein. Vidéo Assemblée nationale. En direct, ouais. Parce que là, moi j'ai la commission des finances de Gérard Darmanin. Ah voilà, on est good. Nickel, tu mets en grand écran et dès que c'est prêt, tu coupes le son et on se met un générique QAG. Coupe le son de l'Assemblée nationale. C'est coupé. Non, bah non, je l'entends toujours. Oh, mais c'est pas dedans. Ah ouais, d'accord. Allez, go.
Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis. On est de retour cette fois-ci dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale où on attend le début de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Effectivement, en fait, t'avais coupé le son pendant le générique. Et du coup les gens ont pensé, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, t'inquiète pas Benjamin. Est-ce que tu peux par contre baisser le threshold de mon micro sur le ducking? Ouais, redécale-le parce qu'à mon avis on va, voilà, mets-le là, il est parfait. Ouais, tu vois, quand je respire on l'entend pas et quand je parle ça se déclenche, c'est parfait. Chers amis, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on attend le début de la séance de questions d'actualité au gouvernement que l'on suspecte d'être très tourné autour de la présentation ce matin au Conseil des ministres du projet de loi immigration et asile. Vous voyez les députés qui sortent de la cantoche et qui s'installent dans les travées de l'Assemblée nationale, de l'hémicycle du Palais Bourbon à Paris, Palais Bourbon que je vous invite à visiter si vous ne l'avez jamais fait, vous verrez, c'est sympa. Tu devrais organiser des sorties de classe. Mais tu rigoles, mais on y pense sérieusement. Avec les acropoliens. Bah, on y pense sérieusement. Le prochain apéropolis de Lille d'ailleurs, tu sais, c'est les apéros qu'on organise avec notre communauté. Il aura lieu à Nantes les 13, 14 et 15 avril prochains. Et il y aura une visite du centre-ville de Nantes qui va être organisée par des membres de la communauté. Nice. Qui vont nous faire visiter le centre-ville. Et donc ce sera probablement pas le cas pour ce coup-ci, mais on va essayer de discuter pour les prochaines fois qu'on fera des apéropolis. On voudra organiser des visites de l'hôtel de ville par exemple. Tu vois, l'hôtel de ville de Nantes, l'hôtel de ville de Dijon, etc. Il y a toujours des trucs intéressants. Et ouais, carrément, l'Assemblée nationale, moi je l'ai fait visiter à mes étudiants quand j'étais prof, l'Assemblée nationale. Et c'est très facile à organiser, donc on pourrait carrément organiser une sortie avec les acropoliens si ça vous intéresse. Je suis plus vert de Bourbon que Palais Bourbon. Cool. C'est vrai, ça c'est un apéro sur 3 jours. Bénave, ça. L'apéro en tant que tel est le samedi soir, mais il y en aura qui seront là dès le vendredi et qui donc vont commencer à boire des coups ensemble. Vous savez, le dimanche on fait un brunch aussi. Bref, j'ai été prof, oui, j'ai été chargé de TD en droit constitutionnel à la fac. Allez, la séance est ouverte par le président de Rugy. Le jour appelle les questions au gouvernement et la première question est posée par monsieur Guillaume Garot. Guillaume Garot, le premier député qui va prendre la parole. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Agriculture, le Salon de l'Agriculture ouvrira ses portes samedi dans un contexte de doute pour le monde agricole et pour les consommateurs. Doute et crainte des agriculteurs avec la possible réduction de 30% du budget de la PAC. Colère même face au projet de traité Mercosur qui est une vraie épée de Damoclès au-dessus de la filière bovine ou face la PAC, c'est la politique agricole commune, je le rappelle. Et le Mercosur, pour moi, c'est un accord de libre-échange américain avec l'Amérique du Sud. Ébranlés par les crises successives, je pense Fipronil, je pense Lactalis. Et dernièrement, ils s'inquiètent même des risques pour la santé de ce qu'on appelle les aliments ultra transformés. Alors, les États généraux de l'alimentation, comme le discours du président de la République à Rungis, avait soulevé beaucoup d'espoir. D'abord chez les agriculteurs qui peinent à vivre de leur travail, mais aussi chez les consommateurs qui avaient entendu la volonté de rendre leur alimentation plus sûre, plus saine et à des prix accessibles. Hélas, dans votre projet de loi, Monsieur le Ministre, on est loin aujourd'hui de l'ambition qu'avait affichée le président de la République de repenser les modèles productifs et de sortir d'un modèle qui, disait-il, n'était plus soutenable. Guillaume Garot, député socialiste qui s'en prend au gouvernement sur son projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation. Guillaume Garot, c'est un député intéressant, indépendamment du fait que c'est l'ancien maire de la ville de Laval, mais ça limite on s'en fout. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'il a été ministre délégué à l'agroalimentaire sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Donc il connaît ce dossier-là, Guillaume Garot, c'est pas n'importe qui pose la question. De Nouvelle France agricole. Et pourquoi est-ce qu'il pose cette question aujourd'hui, Guillaume Garot? Pour deux raisons. D'une, parce que le projet de loi de Stéphane Travert a été présenté il y a 15 jours, 3 semaines, vous l'avez vu en direct sur Acropolis. Et de deux, parce que, il l'a dit, le salon de l'agriculture s'ouvre samedi et il y a en ce moment une mobilisation des agriculteurs, contre le projet du gouvernement. Jamais besoin. Et c'est donc Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture En Marche, qui va répondre à l'ancien ministre de l'Agroalimentaire socialiste. Monsieur le député Guillaume Garot, vous avez participé aux États généraux de l'alimentation en présidant un atelier.
Et vous êtes donc parfaitement au fait des conclusions de ces ateliers des États généraux. Pardon ? Et au titre de votre présidence du Lui, c'est Stéphane Travers. de l'alimentation, vous participez avec nous à ce beau projet pour faire en sorte que les agriculteurs demain puissent vivre dignement de leurs revenus. Il y a beaucoup de questions dans votre question et vous nous interrogez entre autres sur la PAC. Sachez, monsieur le député, que la France porte une ambition forte pour la PAC, un budget ambitieux. Et je veux rappeler, au-delà des fausses informations qui peuvent circuler, que la France a toujours souhaité porter une forte ambition pour la PAC, une PAC qui protège ses agriculteurs, une PAC qui anticipe aussi un certain nombre de problématiques que nous pouvons rencontrer, les aléas climatiques, les aléas sanitaires. Et sachez que sur ce sujet, nous restons très attentifs avec de nombreux pays qui rejoignent la position qui est la nôtre. Vous m'interrogez également sur les zones défavorisées simples. Sachez que nous avons réuni hier le comité national pour traiter de cette question. Nous avons présenté une nouvelle carte et vous avez raison de dire qu'il y a des territoires, vous parlez des Deux-Sèvres, qui sont fortement impactés par cette nouvelle carte, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de Stéphane Travers qui, dans sa réponse, parle de la politique agricole commune et de la position que défend la France. Évidemment, la France est le premier pays d'Europe à bénéficier des aides européennes en matière agricole. Donc évidemment que la France a intérêt à ce que la PAC soit maintenue à son niveau et qu'elle ne diminue pas. Stéphane Travers qui parle également de cette fameuse carte des zones qui va être revue. C'est une carte qui permet à certains agriculteurs de bénéficier d'aides spécifiques en raison de problématiques locales et territoriales et géographiques. Des territoires pour pouvoir... Et c'est la renégociation de cette carte qui génère beaucoup de tensions et de stress chez des agriculteurs qui ont peur de perdre des aides. Des territoires qui sont en difficulté et sur lesquels vous pouvez compter sur la totale mobilisation du gouvernement. La parole est à monsieur Jean-Claude Leclabart. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Agriculteur pendant 43 ans, toujours sensible à l'installation des jeunes, je retrouverai l'ensemble de la profession agricole à partir de samedi au Salon de l'Agriculture. En amont de cet événement, le Président de la République recevra demain, en milieu de journée, 1000 jeunes agriculteurs de moins de 35 ans, installés l'an dernier, qui représenteront l'ensemble des productions et l'ensemble de nos territoires. Notre pays est un grand territoire agricole, le premier d'Europe, faisant partie intégrante de notre patrimoine et de notre culture. Dans un contexte où seuls 2 départs à la retraite sur 3 sont compensés, où le nombre d'exploitations a été divisé par 2 en 20 ans, le soutien à l'installation des jeunes doit permettre d'assurer le renouvellement des générations, tout en étant un enjeu majeur pour le maintien d'une agriculture performante et durable, créatrice d'emplois et de valeur ajoutée dans des territoires ruraux vivants. C'est notre souveraineté alimentaire et l'aménagement du territoire qui sont en jeu. Plusieurs outils sont mobilisés afin de les accompagner, notamment la dotation jeunes agriculteurs mise en œuvre dans le cadre du second pilier de la politique agricole commune. Il est aujourd'hui indispensable de leur proposer des solutions adaptées, notamment pour un meilleur accès au foncier. Jean-Claude Leclabart qui donc pose une question au nom du groupe En Marche sur cette même question, la question des agriculteurs. Il a parlé notamment des jeunes agriculteurs qui s'installent. Sachez que les organisations représentatives des jeunes agriculteurs seront reçues à l'Elysée dans les jours qui viennent. Ça a été annoncé ce matin en Conseil des ministres. Je crois que c'est demain qu'il y a une réunion qui est prévue entre le président de la République et les jeunes agriculteurs. Jean-Claude Leclabart, 43 ans d'agriculture. Hein. C'est un agriculteur qui, pendant 43 ans, avait les mains dans la terre, si je puis dire. Donc il connaît très bien ce milieu-là. Il a vu le milieu évoluer et il est devenu En Marche après avoir été les Républicains. Il soutenait Bruno Le Maire pendant la primaire en 2017 et 2016-2017 et il est devenu En Marche quand il a eu l'investiture. C'est à nouveau Stéphane Travers qui va pouvoir défendre son projet de loi. Je sais que c'est un sujet, je sais que c'est un sujet qui vous concerne particulièrement et je sais votre détermination et votre connaissance de ce sujet puisque vous êtes vous-même exploitant agricole. Vous l'avez dit, Monsieur Leclabart, demain le président de la République réunira 1000 jeunes agriculteurs, 1000 jeunes qui ont fait ce choix courageux de s'installer, 1000 jeunes qui ont fait un pari sur la... Est-ce qu'il y a des jeunes agriculteurs qui nous regardent sur Acropolis? Et pourquoi ce choix? Parce que ce serait cool qu'ils puissent témoigner. Dans les années à venir, va être confronté à un certain nombre de défis qu'il nous faudra relever collectivement. Un renouvellement inédit des générations devra avoir lieu sur l'ensemble de notre
notre territoire. Et pour y parvenir dans les meilleures conditions, monsieur le député, notre ministère, aux côtés des régions, travaille sur 2 volets stratégiques. Le volet de la formation initiale et continue, bien évidemment, et le volet de l'aide à l'installation et à l'investissement. Je suis totalement mobilisé, vous le savez, monsieur Leclabar, pour renforcer l'attractivité des métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Cela passe par la valorisation des métiers, la valorisation des filières de l'enseignement professionnel, et ce, dès le secondaire. Et notre agriculture est multiperformante, vous le savez, et donc nous devons aussi le faire savoir. J'ai lancé vendredi dernier avec mon collègue Bruno Le Maire le vaste chantier de concertation et de consultation sur la fiscalité agricole qui vise à donner plus de visibilité et un cadre juridique plus fort pour l'ensemble des entrepreneurs du monde agricole et à faciliter ainsi la transmission et la reprise des entreprises agricoles. Enfin, ce sujet majeur constituera là aussi un enjeu important dans les négociations de la future PAC. Putain, vous pouvez pas vous empêcher de troller, hein. Moi je demande s'il y a des jeunes agriculteurs et en fait on se rend compte de la triste vérité, c'est que vous êtes tous au chômage. Merci à vous. Stéphane Travert en tout cas qui a défendu l'action du gouvernement en faveur des jeunes agriculteurs en disant qu'ils allaient mettre le paquet sur la formation professionnelle, la formation initiale et continue, et qu'il y a une négociation qui est ouverte avec Bruno Le Maire pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui même les agriculteurs sont dans la rue afin d'exprimer leur colère. Je veux en premier saluer des paysans de France pour ce qu'ils apportent à la nation et saluer aussi ceux qui présenteront avec dignité et amour du métier la ferme France au salon de l'agriculture. Des paysans trop souvent stigmatisés et, il faut le dire, mal récompensés de leurs efforts. Des paysans qui ne comprennent pas la nouvelle carte des zones défavorisées et qui sont vent debout devant les impacts prévisibles du CETA et du Mercosur. Avez-vous étudié les conséquences de ces traités ? Ce sera l'arrivée de 165 000 tonnes de viande bovine en Europe, avec comme conséquence immédiate des baisses de prix de 10% chez les producteurs, entraînant une nouvelle chute de leurs revenus. Et pourtant, l'exécutif national s'est beaucoup agité concernant ce Mercosur, en particulier au sommet de l'élevage, en affirmant qu'aucune offre de viande bovine ne serait acceptée. Puis, position confirmée par le président de la République lors de sa visite à Rungis, mais revirement par ce même président le 25 janvier dernier en annonçant une ligne rouge non négociable à 70 000 tonnes. Et voilà qu'aujourd'hui, la France serait prête à accepter un volume de 99 000 tonnes. Accepter cela, c'est par exemple pouvoir servir demain comme menu aux 800 jeunes agriculteurs qui seront à l'Élysée des steaks de viande bovine importés. Très intéressant cet exemple saisi par Gérard Menuel qui met en garde contre les accords internationaux, notamment d'importation de viande bovine étrangère. C'est ça le risque du Mercosur. Gérard Menuel qui dit regardez, demain les jeunes agriculteurs qui iront à l'Élysée, si ça se trouve dans leur assiette on leur servira de la viande bovine étrangère. C'est ça le risque pour les éleveurs français. Gérard Menuel qui était agriculteur il y a longtemps puisqu'il en est quand même à son 5e mandat de député. Ça ne l'empêche pas de bien connaître le sujet et ça ne l'empêche pas de poser une question sur le même sujet aujourd'hui. 99 000 tonnes de viande bovine produites dans des conditions bien différentes de celles de nos éleveurs français. Je vous remercie. Merci. Tonnerre d'applaudissements sur les bancs des Républicains à l'issue de cette question de Gérard Menuel qui s'est fait le défenseur des agriculteurs et surtout des éleveurs face à la menace de l'importation de viande bovine de l'étranger. Gérard Travers va lui répondre. Stéphane Travers. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Menuel, non, la France n'a pas varié de position sur le Mercosur. La France défend sa filière bovine. La France défend des conditionnalités fortes pour protéger notre filière. La France défend non pas des importations comme vous semblez vouloir le dire, mais la France défend la qualité de notre filière et défend ce que souhaitent aussi les consommateurs français. Et nous avons à cœur, pour porter les ambitions de la filière, à travers le plan de filière qui a été construit par l'Interbev et l'ensemble des acteurs de la filière, nous avons vocation demain à porter cette excellence de la filière. Nous avons vocation demain à créer les conditions dans lesquelles les consommateurs pourront trouver en France de la viande française de qualité issue de nos cheptels. Et nous avons... C'est quoi l'actualité avec le Mercosur et l'Europe ou la France? De ce que je comprends, il y a un accord transnational qui est en cours de discussion avec le Mercosur sur l'importation en Europe de viande d'élevage qui vient d'Amérique du Sud. C'est ce que je comprends du Mercosur. Et des conditionnalités sur la qualité sanitaire
sanitaire et la qualité environnementale des productions issues du Mercosur. Aujourd'hui, le Mercosur n'est pas encore signé. La négociation européenne continue et sur ce sujet, soyez assurés que nous continuons à défendre ce que nous appelons nos lignes rouges. Aujourd'hui, la perspective des 99 000 tonnes que vous portez n'existe pas. Aujourd'hui, elle ne figure dans aucun texte. Nous sommes toujours... Stéphane Travers qui s'en prend aux fake news en disant nous aussi on est en train de négocier ce traité et ne racontez pas n'importe quoi, vos 99 000 tonnes là, personne n'en parle, c'est pas vrai. Nous continuons à défendre les intérêts de la filière bovine française. Nous avons eu l'occasion de le dire et de le rappeler à la FNB il y a quelques jours à l'occasion de leur congrès et nous souhaitons continuer à porter ces intérêts. La parole est maintenant à Madame Laurence Vichnievsky. Bon, jusque-là on a eu 3 questions sur l'agriculture, sujet ô combien intéressant. Est-ce que ça va changer de sujet? Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Depuis le 13 février dernier, les personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont en grève, ceux de l'OFPRA le sont aujourd'hui. Ces mouvements auxquels se sont joints les avocats de l'asile sont motivés par 2 craintes. Une détérioration des conditions de travail des fonctionnaires et agents concernés. Benjamin, coupe ton micro parce qu'à chaque fois que tu touches, ça duck. Mon propos n'est pas de me faire ici la porte-parole des grévistes, ni d'aborder le fond du débat sur l'immigration, nous allons avoir l'occasion de le faire très prochainement dans cette enceinte, mais de vous poser une question sur l'un des engagements du Président de la République, réduire à 6 mois, en moyenne, tout recours inclus, le traitement de la demande d'asile. Ce délai est aujourd'hui de plus de 14 mois. Pour le réduire, vous disposez de 3 leviers. Le premier, c'est la réforme des procédures, avec cette limite que les droits fondamentaux de l'asile ne doivent pas être remis en cause. L'abandon, même partiel, du caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile constituerait, à mon sens, une atteinte difficilement acceptable au principe du recours effectif. Le deuxième levier, c'est la diminution du nombre des demandeurs d'asile, ce qui suppose un contrôle accru à nos frontières nationales, tant que celles extérieures de l'Union européenne ne sont pas suffisamment protégées. Enfin, le troisième levier, c'est l'augmentation des effectifs de l'OFPRA et de la Cour nationale... Laurence Vichnievsky qui pose une question au gouvernement sur le sujet du jour, le projet de loi sur l'asile et l'immigration présenté ce matin par Gérard Collomb, et elle n'a pas hésité dans sa question à souligner dès aujourd'hui, dès le début, un certain nombre de difficultés dans ce texte, difficultés qui lui sont posées sur les principes fondamentaux du droit d'asile. Elle a notamment parlé du risque que représentait le caractère non suspensif d'un recours devant la CNDA. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État. Et Gérard Collomb va pouvoir défendre son texte pour la première fois aux questions au gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée... Laurence Vichnievsky, elle est magistrate, hein, donc quand elle défend les gens de la CNDA qui sont en grève... Qui est engagé le Président de la République, réduire à 6 mois l'examen de la demande d'asile. Parce qu'il faut que celles et ceux qui peuvent prétendre à l'asile demain voient leur situation examinée rapidement. Et que celles et ceux qui seront déboutés n'aient pas perdu le lien avec leur territoire, avec leur famille. Ce qui, aujourd'hui, cause des problèmes dans notre pays, c'est que quelquefois, un certain nombre de personnes restent 1 an et demi, 2 ans et quelquefois plus, sans obtenir effectivement de réponse. Alors pour cela, nous allons nous aligner sur ce que sont les procédures européennes et j'aurai l'occasion devant cette Assemblée de comparer ce que nous voulons faire dans la loi et ce qu'est aujourd'hui la législation européenne de pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme les Pays-Bas, comme la Suède, et on s'apercevra qu'effectivement... Voilà, Gérard Collomb qui... il a parlé de procédures européennes, c'était pas tout à fait le bon terme, il aurait dû parler des procédures dans nos pays voisins européens, puisque c'est l'un des arguments utilisés par Gérard Collomb pour défendre son texte, notamment sur la question des délais. Gérard Collomb défend le fait que ce qui est contenu dans son texte aujourd'hui est similaire à ce qui existe dans d'autres pays européens comme la Suède, l'Allemagne ou l'Italie, et que donc ce n'est rien d'autre qu'un alignement de la France sur des pratiques qui existent
existent ailleurs et qui là-bas ne font pas débat. En gros, c'est ce qu'il veut dire. De manière à pouvoir traiter rapidement l'ensemble des dossiers. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Sébastien Jumel. Monsieur le Ministre de l'Économie, sous les auspices de l'État, Fincantieri et Naval Group veulent créer une entité dans laquelle l'italien tiendra une place prépondérante. Ce projet signe la fin de la vocation historique de l'entreprise qui consiste à pouvoir répondre à tous les besoins de notre marine. Il signe la montée en puissance irréversible d'une logique d'actionnaire au sein d'un groupe qui opère pourtant dans le secteur stratégique de l'armement. On va nous rassurer, comme avec STX ou Alstom Siemens. On va nous abuser en nous parlant d'un Airbus de l'industrie navale. Mais Airbus, c'est la coopération de deux États, pas le bradage d'un fleuron industriel. On va nous épater. Ce mariage conditionnerait l'obtention d'un contrat de 9 frégates avec l'Australie pour plus de 25 milliards. Il faudrait donc le hâter. Mais Fincantieri, c'est le loup dans la bergerie avec la bénédiction du berger, l'État français. Fincantieri a mangé STX pour s'offrir la plus grande capacité. Oui, c'est ça, on parle bien des chantiers navals de STX, de Saint-Nazaire. Son PDG s'est vanté d'avoir acquis un morceau de France. Avec Naval Group, il pourra produire des navires militaires à Saint-Nazaire avec un taux de marge brute de 26% contre 7% pour un paquebot. Cherbourg, Brest, Lorient, on s'inquiète. La dot est belle, mais en contrepartie, nous aurons la logique d'actionnaire, externalisation de ce qui rapporte le moins et coûts et suppression d'emplois pour les doublons. Le carnet de Naval Group est plein et pendant que Fincantieri tourne autour de la mariée, l'Italie commande 2 sous-marins aux Allemands. Monsieur le ministre, quand allez-vous associer l'Assemblée nationale... Sébastien Jumel, l'ancien maire de Dieppe, devenu député communiste pour la première fois en juin dernier. La primaire aurait cautionné ce que le ministre de l'économie fait aujourd'hui. Réveillez en vous ce qui reste de De Gaulle. Monsieur le ministre, et Sébastien Jumel qui plaide pour le patriotisme économique et contre le démantèlement d'un fleuron de l'État, les chantiers navals de Saint-Nazaire, qui, comme vous le savez, on en avait déjà eu l'occasion d'en parler, sont passés sous un contrôle d'un groupe international. Et ça inquiète beaucoup le député. Et Bruno Le Maire qui va lui répondre, le ministre de l'économie, qui est tout sourire. Monsieur le député alors. Jumel, la seule logique qui est la nôtre, c'est une logique industrielle. La seule logique qui est la nôtre, c'est de construire des champions industriels européens dans un monde où la compétition industrielle est toujours plus dure. Qu'est-ce que vous voulez? Laisser l'industrie navale française seule face à l'émergence de géants chinois ou américains? Laisser nos champions industriels ferroviaires seuls face à la menace des géants industriels chinois, ou être capable de faire bloc avec les meilleurs industriels européens? Nous avons fait ce choix que nous revendiquons et qui est un choix gaulliste, de rassembler les forces européennes pour défendre notre industrie. Bruno Le Maire qui défend son gaullisme en disant « Moi, mon gaullisme à moi, c'est celui des rapprochements des forces européennes, c'est pas celui de la conservation des chantiers, des fleurons industriels franco-français en France. » Oui, nous avons... Ah, c'est génial, De Gaulle, on peut lui faire dire à peu près ce qu'on veut. C'était celui du précédent gouvernement, qui visait à vendre STX à Fincantieri en garantissant à Fincantieri un contrôle à plus de 54% de l'ensemble de l'entreprise. Nous avons révisé le pacte d'actionnaires. Nous avons même fait ce qui devrait vous plaire, une nationalisation temporaire pour garantir les intérêts français. Et oui, Bruno Le Maire qui a raison d'utiliser cet argument en rappelant qu'STX a été temporairement nationalisé. L'État français a pris des participations majoritaires pendant un temps pour peser dans la balance contre Fincantieri au moment de la négociation de l'accord d'actionnariat. Et l'assurance que les technologies de pointe ne partiront pas dans des pays étrangers. S'agissant de Naval Group, ne parlez pas de pacte d'actionnaires, il n'est pas question de pacte d'actionnaires entre Fincantieri et Naval Group. Il est question d'un rapprochement industriel militaire pour les navires de surface qui ne concerne pas les sous-marins. Et nous sommes allés avec la ministre de la Défense à Rome il y a quelques jours pour nous permettre effectivement de renforcer l'industrie navale militaire française. Monsieur le ministre. Bruno Le Maire qui s'est voulu rassurant. Monsieur Florent Boudier. Pas sûr que ça ait convaincu Sébastien Jumel. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur.
Vous venez de présenter en Conseil des ministres le projet de loi sur le droit d'asile, l'intégration et la lutte contre l'immigration irrégulière. C'est un défi considérable, parce que le monde, l'Europe, traverse une crise migratoire sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Parce que la crise migratoire, la question migratoire, fait partie de ces sujets qui déclenchent, plus que d'autres, l'émotion, la passion, et trop souvent la démagogie et les proclamations fantasmatiques. Et c'est précisément parce que le défi est considérable, Monsieur le Ministre, qu'il est de notre responsabilité d'en affronter le réel et la complexité. Le réel, c'est que notre dispositif d'accueil, depuis des années, ne fonctionne plus. Et l'indignité, l'inhumanité, c'est de voir des femmes, des hommes, des enfants ayant fui les persécutions, les zones de conflit, attendre dans la rue durant des semaines avant de pouvoir ne serait-ce qu'enregistrer leur demande d'asile. Et la complexité, c'est d'avoir un discours de vérité et de dire à celles et à ceux qui n'ont pas obtenu le droit d'asile, qui n'ont pas bénéficié d'un titre de séjour et qui sont par conséquent en situation irrégulière, qu'ils devront rejoindre leur pays d'origine au terme des procédures qui garantissent leurs droits imprescriptibles. Et nous devons, pour y parvenir, renforcer l'aide au retour et l'aide au développement. Monsieur le ministre, la France doit agir pour mieux accueillir, plus rapidement, plus dignement. Florent Boudié qui fait donc la question choupa du jour sur le projet de loi Asile et Immigration. Florent Boudié est un ancien du Parti Socialiste qui était chargé de mission dans la fonction publique territoriale par le passé, mais ça limite on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que Florent Boudié il fait plutôt partie de la gauche du parti En Marche et du groupe surtout En Marche. Il a été le créateur du mouvement La Gauche avec Macron. Quelles sont vos orientations pour affirmer cette voix? Et c'est marrant parce que je le trouve moins à gauche que la députée Modem qui a pris la parole tout à l'heure, Laurence Vichnievsky, qui elle n'avait pas hésité à mettre en garde le gouvernement contre un certain nombre de lignes rouges qu'elle ne voulait pas voir franchies par ce texte. Florent Boudié, lui, il a juste demandé à Gérard Collomb, c'est quoi vos priorités? Vous avez raison, monsieur le député Florent Boudié. Il y a chez nous et en France une volonté d'accueil et d'humanisme, parce que nous sommes portés vers l'altruisme. C'est un grand philosophe qui disait « Amabam amare et amans amare quid amarem quaerebam ». C'était saint Augustin, je vous le traduis, il disait « J'aimais aimer et aimant aimer, je cherchais qui aimait ». Il y a cette part d'humanité. C'était le point Saint-Augustin du jour. Mais en même temps, lorsque nous regardons les problèmes et ça fait marrer Édouard Philippe. De notre planète, et en particulier Gérard Collomb qui donc cite Saint-Augustin pour rappeler l'engagement de la France sur la question du droit d'asile. Oui, la France accueille les opprimés. Vous le savez, en Europe, les migrations ont été réduites de moitié pour passer de 1 200 000 personnes à 600 000 personnes. Et en même temps, dans notre pays, nous avons vu augmenter la demande d'asile à 100 000 personnes, 85 000 personnes arrêtées aux frontières. Alors ce que nous allons faire, ce n'est pas prendre des mesures extraordinaires du droit européen, c'est nous aligner au contraire, et j'aurai l'occasion de vous le montrer, sur ce qu'est aujourd'hui le droit européen sur tous les domaines. On en revient à ce principe d'alignement, l'un des arguments préférés de Gérard Collomb. On n'est pas en train de faire des choses révolutionnaires ni fascistes, on est simplement en train de s'aligner sur ce que font nos voisins européens. C'est un argument qui va beaucoup utiliser Gérard Collomb. C'est ainsi que l'on relèvera le défi migratoire. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Vigier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Transports. J'aime bien Philippe Vigier. Madame la ministre, les transports sont au cœur de l'attractivité des territoires, de la vie quotidienne des habitants et naturellement des enjeux de transition énergétique. Depuis plusieurs années, quelles que soient les majorités, de nombreux grands projets d'infrastructures ont été annoncés. Aujourd'hui, ils sont arrêtés, parfois reportés, souvent menacés et non financés pour la plupart, sans oublier les contrats de plan État-région qui sont à l'arrêt. Pourtant, certains projets sont vitaux pour nos territoires. Je pense au Grand Paris. Il nous faut accueillir les Jeux Olympiques en 2024 dans les bonnes conditions. Je pense au canal Seine-Nord-Europe. Je pense au Lyon-Turin. Je pense également à l'achèvement du desserrement de l'Île-de-France, l'achèvement autoroutier entre Rouen et Orléans.
Il faut maintenant, Madame la Ministre, avoir le courage de trancher. Ne pas trancher, c'est prendre le chemin de l'immobilisme. Il faut indiquer quels sont les projets que vous allez lancer, avec quel calendrier et avec quel financement. Sinon, ces projets structurants coûteront toujours plus cher. Et les conséquences, vous les connaissez. Ces conséquences, c'est moins d'infrastructures de transport dans les territoires périphériques, dans les territoires ruraux. Et on voit bien ce que le débat sur la SNCF nous annonce. Alors, Madame la Ministre, ma question est très simple. Le gouvernement est-il prêt, oui ou non, à hiérarchiser les projets, à dire ceux qui sont arrêtés, pour quelles raisons ils le sont, à dire quels sont ceux qui vont démarrer et avec quel calendrier? Et deuxième question, est-ce que oui ou non, le gouvernement est déterminé à mettre en place de nouveaux financements pérennes? Sans financement, il n'y aura pas de projets qui seront achevés. Philippe Vigier, le député UDI, qui était pharmacien auparavant, qui a soutenu Juppé, puis qui est devenu porte-parole de François Fillon pendant la campagne présidentielle, qui pose une question sur les grands chantiers d'infrastructure. Vous savez que le gouvernement en a arrêté certains, et donc il veut en savoir plus. Vous savez, le canal Seine-Nord, le tunnel Lyon-Turin, etc. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, qui pour une fois ne répond pas à une question sur le rail et le TGV et la SNCF, mais bien sur les infrastructures. Alors, précisément, c'est bien pour sortir de décennies de promesses non financées, 36 milliards de lignes nouvelles promises dans tout le pays, des aménagements de nos routes reportés de contrat de plan en contrat de plan, que le gouvernement a lancé une démarche inédite avec la mise en place du Conseil d'orientation des infrastructures qui regroupe des parlementaires de tous bords, des représentants des régions, des départements, des agglomérations et des experts. Et c'est bien une démarche de transparence qui commence par mettre sur la table l'ensemble des besoins, l'ensemble des promesses et l'ensemble des impasses. Le Conseil d'orientation des infrastructures m'a remis son rapport le 1er février dernier. Vous avez sans doute noté qu'il propose 3 scénarios. Donc sur cette base, le gouvernement est en train de travailler et prépare une loi de programmation des infrastructures équilibrée en ressources et en dépenses, qui, in fine, sera votée... Elle est habile, Elisabeth Borne, dans sa réponse. Elle commence par dire à Philippe Vigier, c'est pas moi qui prends la décision de savoir si on doit faire une autoroute, une ligne de TGV, etc. C'est bien un travail de concertation qu'on a mené avec des parlementaires, avec des élus locaux, etc. Premier élément de réponse. Donc c'est pas la peine de m'engueuler, hein, c'est pas... Voilà. Et deuxième élément de réponse, je prépare un projet de loi de programmation des infrastructures. Donc en fait, c'est une manière de répondre aux députés. C'est bien vous, les députés, qui allez devoir choisir les infrastructures, leur mode de financement, etc. Donc la question de la priorisation, comme l'a demandé Philippe Vigier, est en fait une question qu'elle lui renvoie en lui disant bah, c'est vous les parlementaires qui allez devoir décider. Sur ces bancs, y veilleront et nous ferons aussi preuve d'imagination et de pragmatisme pour financer les infrastructures routières, notamment la RN 154 à laquelle je sais que vous êtes attachés. Madame la ministre. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski. Ouais, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et concerne la baisse du chômage en France constatée par l'INSEE, selon des chiffres qui viennent d'être publiés le 15 février. Le taux de chômage a ainsi reculé de 0,7 points au 4e trimestre 2017 et passe sous la barre des 9%, pour se monter à 8,6% en métropole et à 8,9% avec l'outre-mer. 205 000 chômeurs ont ainsi retrouvé du travail et peuvent vivre maintenant de leur activité. Sur un an, on observe une baisse du chômage de 1,1 point, soit la plus forte baisse depuis près de 10 ans, soit le premier trimestre 2008. Ce recul du chômage, mes chers collègues, et je l'entends bien, doit nous réjouir sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle. D'ailleurs, l'analyse qu'on pourrait faire montre qu'il bénéficie à toutes les classes d'âge, mais également en particulier aux jeunes, dont le taux de chômage recule d'1 point au 4e trimestre 2017 et recule même de 2,8 points. Ah, petit pop du flux, au moment où Laurent Pietraszewski est en train de s'enorgueillir, si je puis dire, de la baisse du chômage. Effectivement, on est passé sous les 9% de chômage. C'est pas inintéressant que ce soit Laurent Pietraszewski qui pose cette question et s'enorgueillisse de la baisse du chômage, puisque Laurent Pietraszewski, c'était le rapporteur du projet de loi de ratification des ordonnances. Vous vous souvenez des ordonnances travail l'été dernier? Eh ben c'est Laurent Pietraszewski qui s'y était collé. Laurent Pietraszewski est un spécialiste des ressources humaines. Il a été responsable en gestion de carrière, recrutement et évaluation au sein du groupe Auchan. Donc c'est un DRH, quoi, si je puis dire,
d'une certaine manière. C'était donc lui le rapport du projet de loi, non pas de ratification, mais d'habilitation, pardon, sur les ordonnances. Et par ailleurs, sachez qu'il est coach bénévole dans une association qui s'appelle Force Femmes, et qui est une association qui accompagne des femmes de plus de 45 ans dans leur démarche de retour à l'emploi. Voilà, donc c'est lui qui pose la question à Muriel Pénicaud qui va lui répondre et qu'on écoute. Il est clair qu'il y a une tendance positive, si j'ose dire, la Bougez pas, vous inquiétez pas. crue a commencé. Mais on ne peut pas se réjouir quand il y a 2,7 millions. T'inquiète, panique pas, prends ton temps, on s'en fout. Nous pouvons que considérer que cela est un encouragement à amplifier les réformes. Et notre stratégie en matière de lutte contre le chômage de masse, après des années, j'allais dire des décennies, où on s'est presque résigné à avoir un chômage de masse qui augmentait tout le temps, est résolue et elle comporte 3 éléments essentiels dans le champ du travail, hormis les éléments fiscaux. Le premier, c'était clairement la loi sur le renforcement du dialogue social. Et je peux vous dire que tous les jours, on aura des entreprises, des branches, des entrepreneurs qui disent oui, ils ont confiance, ils ont envie d'y aller, les marchés arrivent, mais ils ont confiance pour les saisir. Le deuxième sujet, c'est la stratégie en matière de compétences essentielles. Une grande partie des demandeurs d'emploi sont... On écoute Muriel Pénicaud, pardon, qui répond à Laurent Pietraszewski, qui elle aussi se satisfait de ces chiffres du chômage. Évidemment, c'est la ministre du Travail. Vous pensez bien, ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu un ministre du Travail nous expliquer que le chômage baisse. Donc elle goûte son plaisir, Muriel Pénicaud. Qui n'ont pas pu être pourvus, faute de compétences ou faute de mobilité. Et le troisième sujet, c'est l'inclusion dans l'emploi des plus vulnérables. Et c'est pour ça que le grand plan d'investissement compétences va permettre pour 1 million de jeunes, 1 million de demandeurs d'emploi, raccrocher le wagon qui va sur le train de la croissance et de l'emploi. La parole est maintenant à monsieur Arnaud Viala. Parfait, merci beaucoup Benjamin. On a retrouvé une image et c'est Arnaud Viala qui pose une question maintenant. Désolé Muriel Pénicaud, on t'a pas vu sur Acropolis aujourd'hui. Interrogé sur le Mercosur et le CETA et votre réponse est une réponse d'attente. Depuis des semaines, la Ferme France est mobilisée dans un réel esprit de concertation et de co-construction avec vos services sur la définition des zones défavorisées. En publiant ce matin une carte qui ne corrige pas, avant transmission à la Commission européenne, les incompréhensibles exclusions, vous faites une réponse d'attente qui va prolonger jusqu'à la fin de l'année 2018 le supplice des territoires qui sortent de l'écran radar, comme 8 communes de mon département de l'Aveyron. Depuis l'été dernier, l'agriculture française attend avec impatience les mesures promises par le candidat, puis le président Macron, pour lui permettre d'envisager l'avenir plus sereinement et surtout pour que nos agriculteurs vivent décemment de leur travail. Les États généraux de l'alimentation ont mobilisé et suscité l'espoir, mais votre texte ne sera pas achevé d'examiner avant l'été. En termes de négociation de prix, c'est une année de plus de perdu. Après des discussions longues et difficiles, vous avez rendu public lundi un plan loup qui ne satisfait pas du tout nos éleveurs et vous leur demandez encore d'attendre les modalités précises de sa mise en œuvre. Enfin, et vous le savez bien, monsieur le ministre, de l'agriculture dépend tout l'avenir de la France rurale. Et cette France-là ne peut plus attendre. Arnaud Viala, le député Les Républicains, qui pose à nouveau une question sur l'agriculture en ce jour de mobilisation des agriculteurs et à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Arnaud Viala qui remet sur le devant de la scène cette question des zones d'aide de la politique agricole commune qui ont été sorties de la carte de l'aide, ce qui inquiète énormément les agriculteurs. Il y en a très probablement dans sa circonscription. Il est député de l'Aveyron, vous l'avez évidemment entendu à son accent qui est absolument magnifique. Il a été maire de Vezin-le-Lévézou. Et je ne rigole pas, ça existe vraiment. Et il a surtout été professeur d'anglais, il a travaillé au rectorat de Toulouse. Bref, peu importe, il donne la parole à nouveau à Stéphane Travert pour qu'il puisse s'expliquer à nouveau sur la politique agricole, pardon, oh là là, vous m'interrogez sur du gouvernement. Sur de nombreux sujets, sur les zones défavorisées simples, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons présenté hier une carte et votre département de l'Aveyron fait partie de ces territoires où il y a effectivement 8 communes sortantes, mais nous allons dès maintenant travailler avec la Commission européenne pour valider un certain nombre de critères qui pourraient aujourd'hui faire que dans votre département, mais dans d'autres territoires en France, eh bien, certaines communes puissent être réintégrées. Je veux parler du critère de continuité territoriale et vous savez que nous travaillons beaucoup sur ce sujet et nous allons entamer ces négociations avec la Commission européenne puisque le travail ici en France... Bon, Stéphane Travert qui promet d'essayer de rattraper à cette négociation. Vous m'interrogez quelques communes qui sont sorties de la carte en disant on va essayer de négocier avec la Commission européenne. Cette semaine et c'est en étroite concertation avec le ministère de la Transition écologique et solidaire que nous avons travaillé sur ce plan loup. Nous n'avons pas de
difficulté avec le sort des éleveurs, bien évidemment, parce que nous pensons aux éleveurs lorsque nous avons travaillé sur ce plan. Nous devons faire effectivement baisser la pression de la prédation. Et vous vous souvenez, je m'étais rendu dans votre territoire pour rencontrer ces éleveurs qui sont à cran pour beaucoup d'entre eux après de multiples attaques. Ce plan, il va permettre, monsieur le député, à de nombreux préfets de procéder à des tirs pour freiner l'extension du loup sur les fronts de colonisation dans les territoires qui ne peuvent être protégés. Et la brigade d'intervention de l'ONCFS va être également pérennisée. Vraie question, la question du loup. Vraie question pour les agriculteurs qui s'en inquiètent, enfin pour les éleveurs, surtout pas les agriculteurs, les éleveurs qui s'en inquiètent pour leur cheptel. Et Stéphane Travert qui donc a fait un clin d'œil à Stéphane Viala en lui rappelant qu'il est venu dans sa circonscription rencontrer Arnaud Viala, pas Stéphane, qu'est-ce que je raconte, qu'il est venu rencontrer des éleveurs, ils ont parlé de ce sujet-là. La parole est à madame Nicole Lepey. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Je souhaite associer à cette question mes collègues Rémi Révérotte et Yolène de Courson. Monsieur le ministre, c'est l'agricultrice en production de volailles plein air circuit court et en production de vaches allaitantes en race charolaise et en même temps la députée de la Nation qui s'exprime devant vous. Ce samedi s'ouvrira le 55e Salon international de l'agriculture. Événement incontournable de la vie agricole. Il est l'opportunité pour des milliers de visiteurs d'aller à la rencontre de nos agricultrices, de nos agriculteurs et constitue une véritable vitrine pour notre ferme France. L'un des sujets de préoccupation de nos agriculteurs concerne le futur accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Alors que les négociations ont repris le 30 janvier dernier et que cet accord devrait être conclu avant la fin de l'année, il suscite de nombreuses inquiétudes dans les territoires ruraux et notamment au sein de la filière bovine. Ce dernier pourrait porter sur un marché de plus de 90 000 tonnes de viande de bœuf avec des normes moins exigeantes. Cette nouvelle concurrence pourrait entraîner une aggravation d'une situation déjà difficile pour nos filières. Sérieux encore, mais c'est chiant aujourd'hui. Mais non, mais dis pas ça, Dich, attends, c'est vachement important l'agriculture. Et effectivement, en ce moment, il y a quand même un mouvement de contestation d'un certain nombre d'agriculteurs et d'éleveurs qui s'inquiètent sincèrement pour leur avenir. Et Nicole Lepey, donc, qui prend la parole à son tour, Nicole Lepey ou Lepey, excusez-moi, je suis pas sûr de la prononciation, députée du Morbihan, qui a rappelé au tout début de sa question qu'elle est elle-même éleveuse, notamment de volailles et de vaches laitières, des charolaises. La filière bovine dans le cadre de cet accord commercial. Je vous remercie. Voilà, donc c'est la troisième ou quatrième question sur l'agriculture. Et c'est encore Stéphane Travert qui va répondre pour essayer de rassurer les députés sur la négociation de cet accord entre l'Union européenne et le Mercosur. La députée Nicole Lepey, je sais votre intérêt sur ces questions. Comme je l'ai dit tout à l'heure au député Emmanuel, la France porte une position constante sur ce sujet, notamment avec les accords commerciaux sur les pays tiers. Cette position, elle a été rappelée par le président de la République. Elle doit concilier, bien évidemment, l'ouverture des marchés qui peut présenter des opportunités économiques, mais aussi la protection de nos intérêts et celle de nos filières et la filière bovine en particulier qui assure aujourd'hui la vitalité de nos territoires. Le calendrier s'est accéléré depuis quelques mois, mais nous ne pouvons considérer aujourd'hui que les conditions soient réunies pour une signature et au-delà de la filière bovine, le gouvernement reste particulièrement vigilant sur la protection de nos indications géographiques protégées, garantir notre niveau d'exigence sur le plan sanitaire. Nous devons pouvoir accorder de la confiance nécessaire au système sanitaire des pays qui souhaitent exporter demain vers l'Europe et nous serons extrêmement vigilants sur ce sujet. Et les concessions sur les filières sensibles françaises ne pourront s'éloigner des offres déjà faites par la Commission européenne dans la négociation. Je pense bien sûr à la viande bovine, à la filière volaille, mais aussi à l'éthanol. Le gouvernement porte cette exigence pour que ce projet d'accord ne crée pas de situation de concurrence déloyale pour nos filières du fait des conditions de production fondamentalement en deçà des exigences collectives et des exigences de nos consommateurs ici en France. Et pour le bœuf en particulier, nous exigeons des conditions qui permettent de protéger nos filières de qualité en imposant des conditions strictes sur la nature
des pièces de viande qui seraient importées, limiter les importations de viande fraîche, refuser les viandes issues d'élevage intensif ou de vaches de réforme, mais également obtenir qu'un mécanisme de sauvegarde soit inclus. Stéphane Travert, donc, qui fait la liste des lignes rouges, si je puis dire, que la France compte mettre en place dans le cadre de cette négociation sur cet accord, en disant que si jamais il y a un accord de libre-échange sur de la viande bovine avec le Mercosur, nous en tout cas on ne voudra pas qu'il y ait d'importation de viande qui ne respecte pas des critères européens. Je tiens ici à exprimer notre solidarité à l'égard de nos soldats. Ma question s'adresse... Les députés qui se lèvent pour applaudir à l'invitation de Véronique Louwagie les militaires français engagés sur le théâtre malien. Véronique Louwagie, qui est experte comptable, commissaire aux comptes. La question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Les États généraux de l'alimentation ont été... Ah, et la question n'a rien à voir avec le Mali, du coup. Ah oui, d'accord, ok. Pardon. Je me disais, Véronique Louwagie rend hommage aux militaires et c'est l'occasion de parler, je sais pas moi, de l'armée, de... Non, non, pas du tout, on revient sur les agriculteurs. A été signé le 14 novembre dernier entre les syndicats agricoles, les industriels et la grande distribution. Les agriculteurs ont cru au changement. Mais les résultats sont loin des attentes et des espoirs. Si les discussions commerciales sur les accords de prix doivent aboutir pour le 28 février prochain, ces discussions sont paradoxalement... Ah ok, il y a 2 morts, il y a 2 Français morts qui... Ok, je ne savais pas que 2 militaires français étaient morts au Mali. Par exemple, pour le lait, c'est dans certains cas 10% de moins qu'en 2017. Pour le porc, c'est jusqu'à 7% de moins. Pour les œufs, c'est 2% de moins. Pour autant, la charte prévoit explicitement, dès le début 2018, la prise en compte des coûts de production des produits agricoles. Oui, il y a un petit décalage entre l'image et le son. Après la signature, Je pense qu'un léger refresh ferait du bien, mais si c'est compliqué, laisse tomber. Le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole prévoit de développer l'usage de la médiation. Mais comment croire que la médiation puisse permettre des relations équilibrées quand les engagements d'une charte ne sont pas respectés? Vous savez, Monsieur le ministre, dans l'Orne, c'est comme dans la Manche. L'agriculture, c'est comme en amour. Après un certain laps de temps, les intentions ne suffisent plus, il faut des preuves. Alors, les questions sont simples. En premier lieu... Ah, c'est beau ça, en agriculture c'est comme en amour, les intentions ça suffit pas, au bout d'un certain moment il faut des preuves. par les acteurs de la distribution. Ensuite, comment aiderez-vous les agriculteurs à vendre à des prix acceptables? Et enfin, envisagez-vous de recourir à l'arbitrage pour assurer un prix raisonnable? Merci. Je vous remercie. Alors l'arbitrage, ça c'est une question intéressante de Véronique Louwagie. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'à l'arbitrage? Ça veut dire, est-ce que vous êtes prêt à prendre des décisions ministérielles pour imposer des prix qui aillent dans le sens des agriculteurs? Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Véronique Louwagie, je veux vous donner ces preuves. Ah, ces preuves d'amour, arrête Stéphane, arrête. Ah, c'est beau. Député, votre implication, notamment sur les sujets de fiscalité agricole. Vous êtes membre du groupe de travail que nous avons réuni la semaine dernière et vous savez que le gouvernement accorde la plus grande importance à ces sujets. Sur la question des négociations commerciales, nous allons réunir demain avec ma collègue Delphine Gény-Stéphane le comité des relations commerciales. Nous l'avons aussi réuni à plusieurs reprises avec Bruno Le Maire où nous avons eu l'occasion de rappeler quels étaient les engagements des uns et des autres, des producteurs, des distributeurs et des transformateurs. C'est Stéphane Travert qui parle. Cette charte d'engagement. Vous savez, ces négociations, elles se sont tenues dans un contexte particulier, celui des États généraux de l'alimentation, et plusieurs outils sont aujourd'hui à notre main. Le projet de loi des États généraux de l'alimentation qui va modifier durablement le cadre de négociation commerciale avec l'inversion de la contractualisation du prix, la charte d'engagement qui fait le pont dans l'attente de l'inscription dans le marbre de la loi sur... Il y a Gultix qui m'a fait rire alors que Stéphane Travert est en train de dire des choses importantes sur les négociations, sur le juste prix. Vous savez que l'un des, on l'avait déjà dit sur Acropolis ça, mais l'un des axes principaux de la loi de Stéphane Travert sur l'agriculture, c'est le prix, la liberté de fixer le prix par l'exploitant agricole et non pas par la centrale d'achat. Très agressives dont nous avons pu être les témoins sont en contradiction permanente avec ces engagements et nous les avons dénoncés. Nous avons été clairs et fermes avec Bruno Le Maire et nous avons mobilisé l'ensemble des services pour que tous les comportements illicites fassent l'objet des suites appropriées avec un certain nombre de sanctions. N'oublions pas qu'en la matière, la guerre des prix a des conséquences sur l'agriculture, mais également sur notre tissu industriel agroalimentaire et les emplois associés dans nos territoires. Nous sommes particulièrement vigilants et demain, nous aurons l'occasion de rappeler à chacune
chacune et à chacun Merci, les engagements qu'ils ont pris. Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Guillaume Gouffier-Cha. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, je tiens bien entendu tout d'abord à m'associer à l'hommage collectif que nous venons de rendre à nos soldats tués. L'information, nous venons de l'apprendre. Ma question s'adresse à vous, Madame la Ministre des Armées. Madame la Ministre, il y a quelques jours, lors d'une rencontre avec les élèves du lycée Hector Berlioz de Vincennes, j'ai justement été interpellé sur les raisons de notre effort de défense en cette période de paix. Je vous fais part de cette anecdote tout d'abord parce qu'elle démontre à mon sens que tous nos concitoyens, y compris les plus jeunes, s'intéressent à nos armées. Ensuite, parce que non, malheureusement, non, nous ne vivons pas dans un monde en paix et que les menaces et les crises auxquelles notre pays fait face exigent que nous donnions à nos armées tous les moyens humains et budgétaires pour assurer leur mission, à savoir assurer notre sécurité et garantir notre souveraineté. C'est ce que permet la loi de programmation militaire pour la période 2019-2025 que vous avez présentée il y a quelques jours en Conseil des ministres, une loi qui acte une hausse sans précédent du budget des armées et une création de 6 000 postes. Une loi qui a été construite autour de 4 grands axes qui vont nous permettre... Là, j'ai un vrai questionnement. Guillaume Gouffier-Cha qui est en train de poser une question à Florence Parly, la ministre de la Défense, des Armées, pardon, que vous voyez là à l'image et qui va lui répondre. Je ne sais pas du tout si Guillaume Gouffier-Cha, il avait prévu de le poser cette question-là. Il est possible qu'il ait choisi de changer sa question après avoir appris la mort de 2 militaires au Mali, et que donc en réagissant très vite à l'actualité, il est membre de la majorité, donc il pose une question à la ministre de la Défense, à la ministre des Armées, pardon, pour lui permettre, elle, de prendre la parole et de rendre un hommage au nom du gouvernement pour ces 2 militaires morts au Mali. Et total à celles et ceux à qui nous devons tant, et tâchons de ne pas l'oublier dans les débats qui sont devant nous aussi, Madame la Ministre. Pouvez-vous nous dire quelles sont les mesures que vous comptez mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie de nos armées, de nos militaires, ainsi que les conditions d'entraînement? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je ne sais pas du tout s'il avait prévu ça ou s'il a improvisé sous le coup de l'information. C'est possible. Monsieur le Président, Florence Parly, qu'on écoute. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, permettez-moi de m'associer à la très vive émotion qui a traversé cette Assemblée à l'instant lorsque nous avons appris le décès de 2 de nos soldats au Mali. Et permettez-moi de saluer le courage de tous ceux qui, dans des pays lointains, font rayonner la France, sa voix, au prix de leur vie. Ouais. Florence Parly, qui fait applaudir les militaires français engagés en France et à l'étranger. À nouveau, une levée dans l'hémicycle des députés qui veulent saluer la mémoire de ces 2 militaires tués au Mali. Des applaudissements sous forme d'hommage et sous forme de soutien à ce que vient de dire Florence Parly. Alors vous m'interrogez sur les mesures que nous avons prévues dans le cadre du projet de loi de programmation militaire qui sera prochainement soumis à votre examen en faveur des personnels. Ok, il avait bien prévu de poser sa question à Florence Parly. Autant pour moi, je ne savais pas. J'avais pas vu ça sur la feuille jaune, mais donc s'il avait bien prévu de poser sa question à Florence Parly, disons que malheureusement l'actualité a donné un ton très particulier à sa question. Mais c'est fortuit. Le président de la République, le Premier ministre, nous avons souhaité faire de ce sujet le tout premier chapitre de la loi de programmation militaire, parce que avoir une LPM à hauteur d'homme correspondait très exactement à la vision que nous nous faisions des priorités. LPM, ça veut dire loi de programmation militaire. Dans ce projet de loi de programmation militaire, ce sont donc 26 milliards d'euros qui seront investis sur la période 2019-2025 en faveur de l'amélioration de ce que nous appelons le quotidien du soldat. Alors 26 milliards d'euros, c'est une somme tellement considérable que cela nécessite peut-être quelques exemples. Avant tout, un point de repère par rapport à la précédente loi de programmation militaire, c'est une progression de 22% et cela représente 640 millions d'euros supplémentaires par an en moyenne. Alors avec cela, qu'allons-nous faire? Nous allons doter nos soldats par exemple de treillis ignifugés. Ce sera fait à hauteur de 100% des personnels engagés en OPEX dès 2020. Nous allons également... OPEX, ça veut dire opération extérieure. Madame la ministre, la parole... Eh oui, c'est la fin des 2 minutes, Florence Parly. Oui, alors bon.
Les députés qui ont l'air de reprocher au président François de Rugy d'avoir coupé la parole. Chers collègues, que le compteur est systématiquement arrêté lorsqu'il y a des hommages qui sont rendus et cela a été fait. Ah, ça va, on a cramé quelques secondes pour applaudir les soldats, on peut laisser quelques secondes à Florence Parly. Nous poursuivons, mes chers collègues, avec la question de monsieur Joachim. Et on entend des huées contre le président de l'Assemblée nationale. Je voudrais également remercier Madame la ministre des Armées d'avoir rendu un hommage émouvant aux militaires tués et blessés au Mali. Voilà, Joachim Pueyo qui essaye de faire les juges de paix. Hier, après une séance de c'est le cas de le dire. L'avenir de la CNCF a été évoqué à plusieurs reprises. Nous pouvons au moins nous accorder sur une chose, la représentation nationale est attentive à l'avenir de cette société et au service public qu'elle remplit. Les Français sont attachés à ce mode de transport qui, ne l'oublions pas, concerne chaque année plus d'1 milliard de passagers. Mais pour faire face aux enjeux actuels et à venir, cet établissement public a besoin d'adaptation et d'innovation pour améliorer ses services et ses performances. Nous ne recherchons pas systématiquement le statu quo, mais voulons que ce dispositif central du maillage territorial soit au cœur de nos priorités. Or, le rapport Spinetta est particulièrement préoccupant sur ce sujet quand il s'agit d'évaluer les coûts-bénéfices des petites lignes. Je ne souhaite pas que la remise à flot des finances se fasse au détriment des lignes secondaires qui participent de façon importante au désenclavement des territoires. Bien sûr, la dette ne peut rester en l'état, mais nous ne pouvons juger de l'utilité d'une desserte uniquement sur ces critères. Hier, vous avez répondu à mes collègues que l'avenir de ces lignes ferait l'objet de discussions entre les régions et la CNCF. Dans ce potentiel bras de fer, le soutien de l'État sera indispensable pour ne pas écarter des Français de l'accès aux services publics ferroviaires. Joachim Pueyo qui pose donc la question train du jour. C'était surtout la séance d'hier qui était quasiment essentiellement consacrée au rapport Spinetta et à la réforme du rail. Joachim Pueyo qui, et c'est son droit de député, pose une question sur ce même sujet aujourd'hui en demandant à la ministre du Transport de bien vouloir préciser ses intentions, notamment vis-à-vis de ce qu'on appelle les petites lignes de train. Vous savez, ce qu'on appelle aussi le réseau secondaire dans ce joli jargon. Donc ce sont des lignes qui rapportent très peu d'argent mais qui sont très importantes pour désenclaver des territoires, et Joachim Pueyo y est attaché. Joachim Pueyo, c'est un député intéressant puisqu'il a été directeur de prison, il a été directeur notamment de Fleury-Mérogis, figurez-vous, et il a publié un livre qui s'appelle Des hommes et des murs et qui raconte son expérience de directeur de prison. Donc j'avoue que je ne l'attendais pas particulièrement sur des questions ferroviaires, mais c'est un député de la nation qui donc a vocation à s'intéresser à tous les sujets. À la remise du rapport de M. Jean-Cyril Spinetta. Je voudrais tout d'abord redire que un train de retard, putain. Mon objectif, c'est bien d'améliorer la mobilité de tous les Français dans tous les territoires, de lutter contre l'assignation à résidence, contre la fracture territoriale. Et le service public ferroviaire joue bien sûr un rôle essentiel dans ce cadre, avec plus de 11 000 trains par jour, 4 millions de Français qui prennent le train chaque jour. Mais force est de constater que notre service public ferroviaire rencontre aujourd'hui des difficultés, avec une qualité de service qui n'est pas au niveau attendu par les Français, avec des coûts qui ne cessent d'augmenter, avec une dette qui gonfle de 3 milliards d'euros par an. Et pourtant, les contribuables n'ont jamais dépensé autant d'argent pour le service public ferroviaire. Et pourtant, je connais l'attachement des cheminots à leur mission de service public. Et pourtant, comme vous l'avez souligné, les Français sont attachés à leur service public ferroviaire. Donc c'est bien pour sortir de ces contradictions, sortir de ces impasses que le gouvernement a voulu une approche globale et a confié... Bon, Elisabeth Borne qui nous refait la paraphrase de ce qu'elle nous a longuement expliqué hier. La France n'a jamais dépensé autant pour son rail et son rail n'a jamais été autant déficitaire, 3 milliards d'euros de dette par an, et pourtant les Français sont attachés. Donc c'est bien la preuve qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut réformer et qu'il faut avoir une approche globale de la réforme. D'abord, j'ai eu l'occasion de le dire, le terme de petite ligne ne me semble pas approprié parce que ce sont des lignes essentielles pour beaucoup de nos concitoyens. C'est bien pour cela qu'avec les régions, nous sommes engagés à investir 1,5 milliard d'euros dans le cadre des contrats de plan État-région et ces engagements seront tenus. Enfin, c'est bien entre l'État et les régions que les réflexions vont se poursuivre sur l'avenir de ces petites lignes qui ne peut pas se décider à Paris mais doit être examiné au cas par cas. Je vous remercie. Merci. Voilà, Elisabeth Borne qui avait déjà eu l'occasion hier de dire c'est pas à moi de décider si on ouvre ou on ferme telle ou telle ligne, c'est au niveau local qu'il faut prendre des décisions avec les acteurs concernés. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, j'y associe mes collègues de la commission d'enquête sur la politique industrielle de la France. Monsieur le ministre, vous étiez vendredi à Lassigny en visite à l'usine L'Oréal, fleuron de la Cosmétique Vallée.
où vous avez annoncé avec le Premier ministre un renforcement de notre arsenal destiné à protéger nos industries stratégiques. Cet arsenal fera partie du projet de loi Pacte qui sera présenté en Conseil des ministres le 18 avril. L'industrie manufacturière, c'est 10% de notre PIB et près de 3 millions de salariés. Les savoir-faire et les technologies de nos industries font la fierté de la France. Nous sommes fiers de nos industries. C'est bien pour cela que nous ne céderons jamais à la tentation du protectionnisme, du repli sur soi. Fusion, je te réponds tout à l'heure, repose-moi ta question après. Bien au contraire, nous prenons une vision positive, une vision conquérante de nos industries, déterminées à innover, à être compétitives et à exporter dans le monde entier. Et en même temps, nous ne sommes pas naïfs. Au même titre que les grands blocs économiques du monde, nous restons attachés à ce que nos intérêts stratégiques soient préservés et ancrés sur le sol français. La liberté des échanges va de pair avec un esprit de réciprocité. Il n'est pas acceptable que nous autorisions en France et en Europe ce que d'autres partenaires commerciaux ne permettent pas sur leur territoire. Monsieur le ministre, quelles sont les technologies et secteurs industriels que vous jugez stratégiques pour notre pays? Quels outils souhaitez-vous renforcer pour mieux les protéger? Comme le dit l'adage, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ainsi, comment faire de l'Europe un puissant levier de conquête des marchés mondiaux pour nos fleurons? Guillaume Casbarian qui pose une question à Bruno Le Maire. J'ai rien compris à la question. J'ai l'impression que c'est une question qui m'a l'air tellement générale que j'ai pas compris. Ou alors je suis passé à côté d'un truc. C'est possible, je suis désolé. Guillaume Casbarian, il a fait les secs et il est manager dans une société qui fait du conseil. Se défendre. Bruno Le Maire qui va essayer de répondre à cette question. Et c'est vrai dans le domaine économique. L'esprit de conquête, c'est toutes les décisions que vous avez prises avec cette majorité pour alléger la fiscalité qui pèse sur les entreprises, pour leur simplifier la vie, pour leur permettre d'exporter plus facilement. La protection, ce sont les dispositifs que le Premier ministre a annoncés la semaine dernière et qui seront retranscrits dans la loi Pacte. Nous voulons renforcer le décret sur les investissements étrangers en France. Nous voulons élargir le champ des entreprises stratégiques qui pourront figurer dans ce décret. Je pense à tout ce qui concerne le stockage des données, tout ce qui concerne l'espace, ce qui concerne l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs. Tous ces éléments sont absolument stratégiques pour notre économie. Tous ces éléments seront désormais protégés. La loi Pacte, c'est la loi qu'est en train de préparer Bruno Le Maire, qui sera présentée au printemps prochain, donc ça va arriver dans pas longtemps. Et c'est une loi sur les entreprises, en gros, sur la compétitivité de la France, etc. Et interdite en Europe. Retenons la leçon du géant robotique allemand KUKA, racheté par un Chinois, financé par l'État chinois. Cela ne doit jamais se reproduire. Enfin, le troisième volet, c'est prendre conscience au plus haut niveau de l'État de la nécessité de mieux nous protéger. Un conseil de défense sur les questions économiques sera désormais présidé 2 fois par an par le chef de l'État pour examiner ces investissements et garantir avec tous les services de l'État concernés la protection de la France contre ceux qui voudraient piller nos technologies, piller nos savoir-faire, piller nos industries. J'ai entendu les inquiétudes de certains dans le secteur du numérique. Avec Mounir Majoubi, nous recevrons lundi prochain les représentants du numérique. D'accord, ok. Donc en gros, c'était une question de pas de protectionnisme, mais en même temps, comment est-ce que l'État français fait pour protéger les savoir-faire français contre le rachat par des puissances étrangères, si je puis dire. C'est très général comme question. Loïc Prudhomme qui prend la parole. Loïc Prudhomme, député insoumis. Le salon de l'agriculture s'ouvre dans quelques jours. Il sera l'occasion de mettre sur le devant de la scène nos agricultrices et agriculteurs, bien malmenés en ce moment par votre collègue. Pourtant, ce métier est l'un des plus nobles avec celui des enseignants, entre autres. Les uns ont la charge de nourrir les corps, les seconds ont la mission de nourrir les esprits. Vous avez en charge l'éducation nationale et il est un endroit où ces deux objectifs se rejoignent, la cantine scolaire. Vous prétendez être attaché à la réussite de nos 12 millions d'élèves, je veux bien vous en faire le crédit. Vous entendrez donc mes arguments favorablement. Les problèmes d'accès à la cantine aggravent les inégalités scolaires et nuisent gravement à la réussite des élèves. Je rappelle que la cantine, c'est pas obligatoire à l'école. Aujourd'hui, 70% des communes ne proposent pas de tarifs différenciés. Il est temps de changer cette situation. C'est une question de justice sociale et de réussite scolaire. Il faut que chaque élève ait un accès gratuit à la cantine. Cette pause doit être un temps éducatif où les enfants apprennent le partage, les goûts, le cycle des saisons, la valeur nutritionnelle des aliments. Cette éducation à l'alimentation n'est pas accessoire quand on sait que 17% de nos jeunes sont en surpoids,
selon la dernière étude de l'Institut de veille sanitaire. Face à la malbouffe proposée gratuitement chaque semaine à plusieurs millions d'enfants et d'adolescents, 5 repas équilibrés, c'est un enjeu de santé publique. Cela permettrait aussi de redonner du sens, des débouchés et des revenus décents aux agriculteurs chargés de nourrir nos gamins avec des produits de saison, locaux et exempts de pesticides. Au prix moyen de 3,30 € par repas, c'est aussi une façon directe de redonner à une famille de 2 enfants 132 € par mois de pouvoir d'achat. Loïc Prudhomme qui pose une question très générale et très intéressante sur les cantines scolaires. Il en fait un enjeu de justice sociale, d'égalité et d'éducation en santé. Loïc Prudhomme, il est technicien à l'INRA, c'est l'Institut National de Recherche Agronomique. Je pensais plutôt qu'il poserait une question à Stéphane Travers sur l'agriculture. Mais en fait, c'est aussi un peu une question sur l'agriculture, puisqu'il a dit aussi que bien nourrir les enfants à la cantine, c'est aussi l'occasion de faire des circuits courts et d'acheter de la bonne bouffe à nos bons agriculteurs. Et c'est Stéphane Travers du coup qui lui répond alors que sa question était posée plutôt au ministre de l'Éducation. La question de la qualité alimentaire et comme vous le savez, les états généraux de l'alimentation et dans leur atelier neuf qui était présidé par Dominique Voynet ont été l'occasion de traiter cette question essentielle sur la qualité de l'alimentation entre les différents acteurs économiques et les représentants des consommateurs. La feuille de route des états généraux de l'alimentation prévoit des mesures sur une approche de l'alimentation conjuguant l'équilibre nutritionnel mais aussi le plaisir. Et la révision du plan national nutrition santé en l'articulant mieux avec le plan national de l'alimentation pour adapter les repères nutritionnels en fonction de l'évolution des modes de consommation est un élément important. Nous allons travailler sur l'alignement progressif des produits vendus en Outre-mer sur les standards européens en sucre, sel et gras. Nous allons encourager les démarches d'engagement volontaire sur la qualité nutritionnelle des produits et la taille aussi des portions. Nous allons réviser la charte du CSA et l'étendre à tous les supports, radio et télévision. Et la charte du CSA, vous savez, c'est le truc sur le plan de la restauration collective qui fait de la prévention, avec un objectif très qui fait la prévention sur la santé, genre éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Ou sous signe de qualité, qui permettra de réduire les inégalités d'accès à une alimentation de qualité, saine et durable. Nous allons aussi renforcer l'éducation et notamment celle des plus jeunes avec des parcours alimentaires pédagogiques pour connaître les aliments, mettre en place un choix dirigé des plats et des menus en restauration scolaire dans les établissements du secondaire. Nous allons travailler à la conception de programmes courts d'information au niveau national mais aussi au niveau régional et nous allons travailler pour une meilleure implication des professionnels de santé dans la sensibilisation de l'information sur la nutrition. Nous sommes au travail sur le sujet, monsieur le député, et je sais votre intérêt là-dessus et que nous pouvons compter sur votre participation pour nous y aider. Merci. Merci, monsieur le Stéphane Travers qui n'a pas du tout répondu à la question qui lui était posée et en même temps il aurait eu bien du mal à y répondre puisque la question des cantines scolaires est une question qui dépend des municipalités et pas du tout de l'État. Le gouvernement peut pas faire grand chose sur les cantines. Alors c'est pas tout à fait vrai de dire qu'il peut pas faire grand chose évidemment. Il peut changer la loi etc. Tu peux nous repasser en scène d'intro Benjamin, t'inquiète. C'est bien les c'est bien l'État c'est bien les collectivités locales qui s'occupent des cantines scolaires. C'est pas l'État. L'État il peut encourager, aller dans le sens d'eux, etc. Donc Stéphane Travers il a fait une réponse hyper globale sur en gros la santé alimentaire des Français. C'est pour ça qu'il a parlé de prévention avec le CSA. C'est pour ça qu'il a parlé des Outre-mer en disant que il a juste dit qu'on allait aligner les Outre-mer sur la métropole en matière de standards sur le sucre, le gras et le sel dans les aliments. Voilà, mais en gros pas grand chose de plus précis sur la question claire des cantines scolaires. Moi dans le passé j'ai eu à gérer une caisse des écoles. La caisse des écoles c'est l'organisme municipal qui gère les cantoches de la commune et bah c'est hyper intéressant comme sujet et c'est vachement technique et compliqué parce qu'il ne s'agit pas de claquer des doigts en disant on va faire du bio pour que ça se passe comme ça en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça a des implications budgétaires très spécifiques enfin bref, tout ça est très compliqué mais très intéressant et effectivement ça ne regarde pas vraiment le gouvernement parce que c'est vraiment au niveau local que c'est géré. Comme vous avez été plusieurs à le dire dans le chat. Voilà, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Je vous avoue que je suis surpris. Je m'attendais vraiment à ce qu'on parle beaucoup de l'immigration et de l'asile, qui était quand même le sujet du jour avec le Conseil des ministres ce matin et l'adoption de ce projet de loi de Gérard Collomb. Et bah finalement c'est un projet de loi qui n'aura été abordé que 2 fois, qu'à 2 reprises, 2 députés, un En Marche et une Modem.
Tout le reste de l'hémicycle a vraiment eu envie de parler agriculture. Aujourd'hui, c'était vraiment ça le sujet. Agriculture, agriculture, agriculture. Et ce pour deux raisons. D'une, parce qu'il y a un mouvement de contestation des agriculteurs et d'inquiétude dans un contexte de renégociation de la PAC, la politique agricole commune. Et de deux, parce qu'il y a le salon de l'agriculture qui commence samedi prochain. Voilà, c'est pas dommage, parce que c'est très important les sujets agricoles, c'est évidemment des sujets très importants. Et en même temps, ouais, j'ai envie de dire, les agriculteurs ça vote et pas les demandeurs d'asile, quoi. Je suis désolé pour le côté un peu cynique, hein, mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Bon, écoutez, c'est pas grave. On reparlera évidemment de l'asile et de l'immigration. On aura d'autres occasions de revenir en détail sur ce que prévoit la loi, sur les problèmes sur le projet, et non pas la loi, le projet de loi, sur les problèmes que ça soulève, sur les oppositions qui se font entendre. Et voilà. Mais non, on a beaucoup parlé d'agriculture aujourd'hui, hein. Clairement, c'était le sujet d'inquiétude du jour. On a aussi parlé de la hausse, justement, de la baisse du chômage. Putain, c'est fou. Le chômage baisse, va falloir qu'on s'y fasse un jour. La baisse du chômage qui a été l'occasion d'un échange de satisfaction entre Muriel Pénicaud et La République En Marche. On a aussi parlé de l'armée et on l'a appris pendant la séance de questions d'actualité au gouvernement. 2 militaires français sont morts en opération au Mali. Donc ça a été l'occasion non seulement pour les députés de rendre hommage aux militaires, mais aussi pour la ministre de la Défense d'expliquer comment elle comptait améliorer le quotidien des soldats. En Bretagne, on se bat contre les moins gras sucré-salé en bourrant les crêpes caramel au beurre salé. J'avoue, Perceval, c'est pas top. Salut Perceval et merci beaucoup pour ton don, très généreux, tu deviens top donateur Perceval, félicitations et merci beaucoup. Je suis surpris que tu m'aies parlé des crêpes Perceval, je pensais que tu allais parler du Queen Gammon, parce que là en parlant de trop sucré et trop gras, on est sur du vénère. Mais voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On a parlé de la défense, on a parlé de l'agriculture, on a parlé de l'immigration et de l'asile un tout petit peu. On a parlé des cantines scolaires. On a parlé de la compétitivité, des chantiers navals. Voilà. C'est tout. Pour faire chier Charles Maurice, bah t'as bien raison. Jean, tu devrais pas te réjouir de la baisse du chômage, vous perdrez de l'audience. Ouais, c'est vrai, putain, faut qu'on fasse gaffe. Plus il y a de chômage, plus on est content. Bande de chômeurs. Faut remercier Perceval pour le futur Apéropolis. Mais oui, c'est Perceval qui organise l'Apéropolis de Nantes, je rappelle, le 13, 14 et 15 avril prochain. C'est surtout le 14, hein, le samedi 14 au soir. Rendez-vous tous dans un bar à Nantes. Venez sur l'event Facebook, venez en discuter sur le Discord. Vous aurez toutes les informations. Et n'hésitez pas à vous organiser les uns avec les autres pour les trajets en bagnole, pour les hébergements, etc. Faut faire un direct périscope avec Sylvain à l'ONU. Ah, il y a Sylvain qui est en train de visiter les Nations Unies. Bah, il a bien raison. Est-ce que la baisse du chômage se ressent sur les vieux à Acropolis? J'en sais rien. Qui est-ce qui gère la réalisation des QAG? Par exemple, le choix des plans de caméra, parce qu'il y a certains plans désavantageux parfois, je trouve. Tube 42, la réalisation est faite par l'Assemblée nationale. Voilà. Évidemment, ils sous-traitent, hein, ils ont un sous-traitant technique, mais qui s'occupe simplement de la réal. Voilà, en plus par le passé c'était différent, parce que par le passé je crois qu'il y avait des caméras en plus qui appartenaient à France 3 et ou à LCP. J'ai jamais compris comment ils avaient négocié leur truc, mais en gros il y avait des caméras en plus dans l'hémicycle. Mais nous en tout cas ce qu'on vous diffuse c'est les images de l'Assemblée nationale, hein. C'est ce que l'Assemblée nationale veut vous montrer. Il n'y a pas encore de caméra d'Acropolis dans l'hémicycle. Acropolis a perdu 0,7 points de vue, oui voilà c'est ça. Niveau immigration, personne n'a jamais pensé à leur parler des taux de natalité à relancer, parce qu'avec les chiffres actuels on diminue. Taux de natalité, bah non, la France a toujours un taux de natalité élevé. Enfin plus élevé que la moyenne européenne si je puis dire. Est-ce que vous avez un compte Périscope Acropolis? Non, on n'a pas de compte Périscope Acropolis, on a un compte Twitter Acropolis. Pas besoin d'avoir un compte Périscope si t'as Twitter. Maintenant que Périscope a été intégré à Twitter. Vous me dites si je dis une connerie, hein, mais... Jean, est-ce qu'il y a une libre antenne demain? Non, pas de libre antenne demain, je suis navré. Malheureusement, en ce moment, on croule sous le travail avec Sylvain. Et en plus, Sylvain n'est pas là. Et donc, je suis un peu tout seul à faire tourner la boutique cette semaine. Et on croule sous le taf parce qu'on prépare beaucoup de choses, on organise beaucoup de choses. On structure beaucoup de choses en ce moment. Et on prépare des chouettes partenariats. Que j'ai hâte de pouvoir vous annoncer si jamais ça se fait, et on croise très fort les doigts, mais on prépare des trucs, et donc là en ce moment je vous avoue que je meurs sous le travail, c'est un peu compliqué. Faites des enfants, mais oui, faites des enfants sur une grande échelle, comme disait
le général de Gaulle. Et je sais plus quel député avait répondu, c'est pas très pratique. Bref. On croule sous le travail avec Sylvain, pas crédible, Sylvain est en vacances. Oui, non, mais justement, Sylvain a bien raison de prendre des vacances, mais donc je croule d'autant plus sous le travail que Sylvain est en vacances. Mais c'est bien normal, et il n'y a pas de problème avec ça. Ok, merci pour les réponses, force à vous. Merci J-Marc, t'es très sympa. Voilà, chers amis, si vous avez des questions sur cette séance de questions d'actualité au gouvernement, j'y répondrai avec plaisir. Merci de l'avoir suivi, un grand merci à Benjamin d'avoir géré la régie d'une main de maître. On se retrouvera mardi prochain pour la reprise des questions d'actualité au gouvernement. Et sinon voilà. Ah si, attends, si, il y avait quelqu'un qui avait posé une question et j'avais dit je te répondrai tout à l'heure après la séance. C'était une question sur... ouais, il y a 15 questions au gouvernement, jamais plus, jamais moins. Effectivement, la séance de questions d'actualité au gouvernement dure 1 heure, de 15h à 16h, donc le mardi et le mercredi. À l'Assemblée nationale, c'est comme ça que ça se passe, ça dure qu'1 heure. Et en 1 heure, comme on se donne 2 minutes par question et 2 minutes par réponse, bah, je vous laisse faire le calcul, vous arrivez à 15. 15 questions, 15 réponses. Donc en principe, la séance ne dure qu'1 heure, en général elle dépasse toujours de 5 à 10 minutes. Voilà, est-ce qu'il y a toujours 15 questions, 15 réponses? Non. Il y a une question tous les... 2 ou 3 mois je crois, qui est consacrée, qui est une question supplémentaire, donc qui vient se rajouter aux 15 questions et qui est une question posée par un député non inscrit. Puisque le principe d'organisation des séances de questions d'actualité au gouvernement, c'est que les questions sont réparties dans l'hémicycle en fonction du poids politique des groupes politiques. Donc voilà, chaque groupe a un quota de questions qui correspond à son poids. La France Insoumise a une question, le groupe GDR a une question, La République En Marche a plein de questions, parce que c'est le groupe majoritaire, donc ils en posent plus que les autres, c'est comme ça. C'est le principe de justice de répartition au sein de l'hémicycle. Mais il y a aussi des députés qui n'appartiennent à aucun groupe. On appelle ça les députés non inscrits à un groupe. Dans d'autres pays, on les appelle les indépendants. Bon. Et donc les députés non inscrits, eux aussi, ils ont le droit de poser une question au gouvernement, mais c'est une fois de temps en temps, à tour de rôle, et donc c'est pour ça qu'une fois de temps en temps, la séance n'a pas 15 questions, mais 16. Voilà. Toutes les 7 séances. Oui, j'étais en train de chercher dans ma tête, je crois que c'est ça, Zorg. Je crois que c'est toutes les 7 séances. Est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est similaire pour les QAG au Sénat? Non, Benav, au Sénat c'est différent. Les séances de questions d'actualité au gouvernement sont différentes. J'aimerais beaucoup qu'on puisse les faire sur Acropolis. Malheureusement, on n'a pas le budget pour vous proposer cette émission-là, mais c'est vraiment un truc que je voudrais faire. Les séances de questions d'actualité au gouvernement au Sénat, elles ont une différence notamment majeure, c'est que les députés ont un droit de réplique. Ça n'existe pas à l'Assemblée, donc vous verrez, ça vous surprendrait beaucoup. Mais en fait, un député pose une question au gouvernement, le gouvernement répond à la question du député, et ensuite le même député reprend la parole. Et il a le droit de répliquer au gouvernement. Et donc du coup c'est cool parce que... putain j'ai dit député, vous voyez, je me suis trompé, excusez-moi, sénateur. Et donc du coup c'est cool parce que c'est beaucoup plus un dialogue qu'un échange de sourds en fait. C'est... le sénateur pose une question, le ministre lui répond et le sénateur reprend la parole derrière pour dire soit merci monsieur le ministre pour votre réponse très intéressante et oui nous travaillerons ensemble, vous pouvez compter sur moi machin, soit à l'inverse pour dire monsieur le ministre vous n'avez pas répondu à ma question, j'ai posé une question précise, j'aurais voulu une réponse plus claire et tout. Voilà, ce droit de réplique là c'est un truc qui est propre au Sénat, ça n'existe pas à l'Assemblée nationale et c'est un truc que je trouve très très chouette. Voilà. Voilà. Donc la question de Marine Le Pen, il y a quelques jours. Comme la question de Marine Le Pen il y a quelques jours. Oui, voilà, Marine Le Pen est une députée non inscrite. Elle n'a pas de groupe, il n'y a pas de groupe Front National à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas assez nombreux de députés FN et apparentés pour créer un groupe, donc ils sont non inscrits. Et donc Marine Le Pen, quand elle a posé une question, c'était la dernière fois, je ne sais plus quand c'était, c'est la semaine dernière, ça ne se reproduira pas avant très longtemps. Voilà, à quand les QAG des sénateurs sur Acropolis? Je t'ai répondu, Zorg, on le fera le jour où on trouvera le partenaire financier qui nous aide à financer cette émission. Mais là malheureusement on fait déjà le maximum de ce qu'on peut faire avec le peu d'argent qu'on a. C'est la suspension des travaux parlementaires la semaine prochaine, Jean, il y a quand même les QAG. Ah putain, il faut que je vérifie ça, t'as raison. je suis tellement le nez dans le guidon que je vérifie même pas les trucs élémentaires. Calendrier... Calendrier prévisionnel de la session. La semaine prochaine on sera la semaine du... Pourquoi il bug le site de l'Assemblée? Vas-y là, montre-moi le PDF. 1 février... Ah putain, vous avez raison. Ah non, vous avez raison, la semaine prochaine, suspension des travaux. Eh bah putain. Ah ouais, suspension des travaux. Eh bah non, la semaine prochaine, il n'y a pas QAG du coup les amis. Semaine prochaine, c'est les vacances. Il y a une semaine de vacances. Suspension des travaux, l'Assemblée nationale suspend ses travaux, donc pas de séance de QAG. Pas de séance de QAG. Et bah écoutez, on verra bien ce qu'on fera à la place. Hein.
Libre antenne, oui, bah on fera sûrement une libre antenne la semaine prochaine, oui, c'est sûr. Peut-être qu'on va en proposer pour... on va peut-être en profiter pour travailler du coup. Pour travailler sur le reste, sur le back-office. Mais je suis triste. Oh, vous êtes trop gentils. Vous êtes trop gentils, ça va vous manquer. Nous aussi, ça va nous manquer. Donc du coup, ouais. Jean découvre les congés forcés. Bah ouais, c'est ça. Faut que ça tombe sur ma semaine de vacances. Ah bah c'est le principe. T'es en vacances la même semaine que les députés. Eh, les députés, ils ont le droit de faire du ski eux aussi. Hein. Y a pas de raison. Bon, chers amis, il est 16h20. Mon cerveau commence à griller. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. J'ai été très content de l'animer. Merci à vous de vos commentaires, de vos discussions, de vos questions, etc. C'est toujours un grand plaisir. Un grand merci encore une fois à Amy et Benoît qui ont préparé cette émission. Merci à vous deux, vous êtes au top. Merci à Benjamin d'avoir réalisé la régie. Merci à Perceval d'être venu top donateur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis pas à la semaine prochaine du coup pour les QAG, mais à très bientôt sur Acropolis. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en savoir plus et venez sur le Discord pour continuer entre vous toutes ces discussions passionnantes. Générique, fin d'émission, bisous, ciao. Allez, merci à toi Jean.